Salut tout le monde! C'est Tarek de Technologie en poche. Aujourd'hui, nous parlons de la fusion thermonucléaire. L'utilisation de l'énergie des noyaux atomiques est certainement l'une des méthodes les plus prometteuses pour produire une quantité suffisante d'électricité et satisfaire pleinement les besoins énergétiques de l'humanité. Jusqu'à présent, nous avons maîtrisé la fission des noyaux lourds, mais des recherches et des travaux expérimentaux sont en cours pour maîtriser la fusion des noyaux d'éléments légers, qui pourraient nous fournir jusqu'à 10 fois plus d'énergie que la fission des noyaux d'uranium. Imiter la fusion thermonucléaire, qui alimente l'univers tout entier et notre Soleil, ne sera pas facile du tout dans les conditions terrestres. Mais les experts parviennent progressivement à résoudre les défis technologiques et les problèmes associés. Et dans un avenir proche, leurs efforts seront couronnés par un réacteur thermonucléaire fonctionnel. La fusion des noyaux légers est une source d'énergie propre, avec des réserves de carburant pratiquement illimitées, sans production de déchets dangereux et un impact environnemental minimal. Et comment cette fusion a-t-elle lieu? La base en est les protons et les neutrons, qui sont liés par les forces nucléaires fortes dans le minuscule noyau atomique. Si nous voulons surmonter cela et séparer ces particules du noyau, nous devons fournir au noyau une certaine quantité d'énergie, appelée énergie de liaison. Cette énergie est directement proportionnelle à la différence entre la masse totale de tous les nucléons dans le noyau et la masse réelle du noyau au repos. Les éléments légers au début du tableau périodique et les éléments lourds à la fin ont une énergie de liaison par nucléon plus faible que les noyaux des éléments stables au milieu du tableau. Lorsque certaines conditions sont réunies, cela peut être utilisé à des fins énergétiques, soit par la synthèse d'un noyau léger, soit par la fission de noyaux lourds. Dans les deux cas, l'énergie de liaison par nucléon augmente pour les nouveaux noyaux et les réactions libèrent de l'énergie liée à la stabilité accrue des noyaux. Pour que les noyaux se rejoignent lors de la fusion, il est nécessaire de surmonter les forces répulsives électrostatiques entre les noyaux chargés positivement et de les rapprocher à une distance où les forces nucléaires fortes commencent à agir. Les forces répulsives peuvent être surmontées dynamiquement lorsque les noyaux ont une vitesse suffisante et se déplacent ensemble par inertie jusqu'à la distance de fusion, ou statiquement lorsqu'une force externe agit sur un noyau qui surmonte la répulsion de Coulomb et provoque ainsi la fusion des noyaux. Une température élevée, de l'ordre de plusieurs dizaines à centaines de millions de Kelvin, signifie une vitesse suffisamment élevée des particules. Et une force externe, surmontant les forces répulsives des noyaux, peut être considérée comme les compressant dans un très petit volume. Le chauffage et la compression doivent être réalisés simultanément dans la fusion nucléaire. Jusqu'à présent, le seul réacteur de fusion fonctionnel dans notre système solaire est le Soleil. Chaque seconde, il brûle 500 millions de tonnes de carburant dans son noyau, qui sont des protons ou des noyaux d'hydrogène ordinaires. Dans les conditions terrestres, ce type de fusion relativement inefficace ne peut pas être utilisé à des fins énergétiques, car la probabilité de ces réactions et le gain énergétique sont très faibles. Mais le carburant peut être d'autres éléments légers et leurs isotopes. Le choix de la recombinaison pour une réaction de fusion dépend uniquement de l'atteinte de la température d'allumage requise, de la volonté des noyaux à fusionner et du gain énergétique de la réaction donnée. Plus d'énergie est libérée pendant la réaction. Plus, la réaction est intéressante d'un point de vue énergétique, bien sûr. La réaction de fusion thermonucléaire la plus prometteuse que l'humanité souhaiterait essayer d'allumer et d'utiliser est la fusion du deutérium et du tritium en un noyau d'hélium et un neutron libre, qui a lieu à une température de 160 millions de Kelvin. À cette température, la matière est dans un état de gaz ionisé connu sous le nom de plasma. Le deutérium est un isotope stable, naturellement présent de l'hydrogène, contenant un proton et un neutron. Bien qu'il y ait environ 6500 atomes d'hydrogène ordinaire par atome de deutérium, le deutérium peut être obtenu relativement facilement à partir de l'eau de mer. Le deuxième isotope de carburant est le tritium, légèrement radioactif, qui est également un isotope de l'hydrogène contenant 2 neutrons dans son noyau. Il est naturellement très rare sur Terre, mais est créé artificiellement comme sous-produit dans les réacteurs nucléaires existants. Lors de la réaction de fusion des noyaux de deutérium et de tritium,
En plus du noyau d'hélium, un neutron supplémentaire à haute énergie est produit. Cela aura des conséquences sur l'équipement du réacteur de fusion, où la réaction aura lieu, avec la fragilisation des matériaux de la chambre de réaction en raison du flux élevé de neutrons et de l'activation associée. La production d'électricité dans les centrales à fusion ne sera possible que si nous obtenons nettement plus d'énergie de la réaction de fusion que nous n'en utilisons pour l'allumer et la maintenir. Le rapport entre l'énergie produite et l'énergie nécessaire pour soutenir la réaction de fusion est appelé le facteur de gain. Les conditions nécessaires à l'obtention de la puissance requise dans un réacteur de fusion ont déjà été formulées au milieu du siècle dernier par John David Lawson. Le premier paramètre du critère de Lawson est la température. Plus la température est élevée, plus les particules gagnent en énergie et plus elles sont susceptibles de se heurter et de fusionner. Le deuxième paramètre est la densité du carburant. Dans un carburant plus dense, les particules sont plus susceptibles de se rencontrer et de fusionner. Le troisième et dernier paramètre du critère de Lawson est le temps ou le temps de confinement des particules, avec la température et la densité désirée dans l'espace de réaction. Mathématiquement, le critère de Lawson peut être défini comme le produit de la densité dans le temps, qui est une fonction de la température résiduelle. D'après la formulation et les résultats des critères de Lawson, il existe essentiellement deux options pour obtenir une fusion économiquement viable. La première possibilité est de maintenir un plasma à relativement basse densité pendant une période prolongée, ce qui est le principe de base du confinement magnétique. La deuxième option est l'inverse et consiste à maintenir le plasma pendant un temps plus court, mais avec une densité nettement plus élevée. Cela est utilisé dans le confinement inertiel. Les conditions nécessaires au développement réussi des réactions de fusion sont l'atteinte du produit nécessaire, de la densité du plasma et du temps de confinement, ainsi que l'atteinte d'une température d'allumage spécifique à laquelle la réaction donnée peut avoir lieu. Ces conditions se traduisent par deux types de confinement de base, magnétique et inertiel. Dans le confinement magnétique, le plasma est enfermé dans un espace de réaction formé par un champ magnétique où les particules chargées se déplacent le long des lignes de champ fermées et sont chauffées à la température de fusion. Le champ magnétique est choisi dans ce cas parce qu'aucun matériau solide ne pourrait supporter de telles températures élevées. Les tokamaks et les stellarators sont basés sur l'idée du confinement magnétique. Les tokamaks créent un champ magnétique toroïdal supplémentaire, excité par un courant électrique circulant directement à travers le plasma. Le tokamak le plus célèbre est le réacteur expérimental thermonucléaire international, qui est en cours de construction à Cadarache en France. Les stellarators, à la différence des tokamaks, créent un champ magnétique de forme appropriée en ajoutant des bobines magnétiques hélicoïdales externes, généralement de forme très complexe. Les stellarators pourraient fonctionner en continu à l'avenir, tandis que les tokamaks sont plus des dispositifs à impulsion. Dans le confinement inertiel, il s'agit d'obtenir une densité de plasma élevée à court terme en comprimant une pastille de carburant thermonucléaire à l'aide d'un faisceau de rayonnement généré le plus souvent par un puissant laser. Après avoir compressé uniformément la pastille de carburant de tous les côtés, la densité et la température de fusion nucléaire sont atteintes en son centre. Mais la compression et le chauffage sont si rapides que l'allumage de la fusion se produit avant que le carburant ne se disperse. La densité très élevée permet un temps de confinement nettement plus court selon le critère de Lawson, qui peut être de l'ordre de la nanoseconde. C'est tout pour cette vidéo. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs, donnez-nous un like avant de partir.